Ce qui nous a fait défaut durant toutes nos années de lutte a été sans doute une solidarité internationale digne de ce nom. Certains de mes camarades ont cru que tous les peuples européens nous soutiendraient. Il n'en a rien été. Et lorsqu'il est venu le moment de nous témoigner la légitime fraternité des peuples, on nous a parqués dans des camps immondes. La solidarité des opprimés de tout pays devrait être naturelle. Je fais pour toi ce que j'aurais aimé recevoir de mes camarades français. Voilà tout. Je pense ne jamais avoir besoin de ces gens, de cette cache. À part mes cotisations et ma présence à quelques réunions, je ne suis pas un élément actif. Je n'ai aucune responsabilité et ne détiens aucun secret d'État qui me vaille d'être inquiété. Cela dit, Joachim a parfaitement raison. Nul ne peut prédire combien de temps durera la guerre de libération. Je pense que nous sommes partis pour une longue confrontation d'usure. Ce n'est pas une guerre classique opposant deux armées régulières. Heureusement d'ailleurs pour nous, car nous aurions perdu la partie. C'est plutôt une guerre de l'ombre, dans laquelle s'affrontent l'occupant et le résistant. L'armée de libération nationale dispose certes de soldats aguerris au combat, puisque certains sortent du corps expéditionnaire français. Mais la LN ne peut pas tenir longtemps ses positions. Elle est condamnée à lâcher le terrain conquis et à rejoindre le maquis, pour la simple raison qu'en face, l'armée française aligne des troupes autrement mieux équipées et entraînées. Et puis l'Algérie, ce n'est qu'une dizaine de millions d'habitants, contre 4 fois plus pour la France. C'est une raison pour laquelle je pense que tôt ou tard, l'ALN puisera dans les rangs de l'immigration. Ce jour, sans doute, je serai le premier sur la liste des appelés. Je m'informe quotidiennement de l'évolution de la situation dans le pays. Je me méfie des communiqués triomphalistes que fait apparaître le gouvernement français. Le démantèlement ou les coups mortels portés au FLN ne m'impressionnent pas. La situation sur le terrain ne doit pas être bien brillante pour que la France dépêche régulièrement de nouvelles troupes en Algérie. En fait, j'ai toutes les raisons d'être optimiste. Plusieurs mouvements nationalistes ont rejoint le FLN. Des soldats ont déserté les rangs de l'armée française pour gagner le maquis. L'unanimité du peuple algérien s'affirme de jour en jour. Le FN remporte d'importants succès diplomatiques et les Français commencent à soutenir ouvertement l'indépendance de l'Algérie. Nous sommes optimistes. La dernière fois que je vois le vieil Omar sourire à la vie, c'est lorsque je l'accompagne au bateau. Il porte dans ses bagages des fausses cartes d'identité et des faux passeports enfouis dans ses affaires. Un mois plus tard, nous recevons des nouvelles alarmantes à son sujet. L'armée a fait une descente au Douar et a emmené le vieil Omar, après avoir mis sens dessus-dessous toutes les maisons. Le contenu de la lettre envoyée du Douar est d'une extrême ambiguïté. Nous ne recevons jamais un courrier aussi embarrassé et contenant autant de sous-entendus. La lettre laisse paraître un profond désarroi, et je la ressens immédiatement comme un appel à l'aide. Sans réfléchir, je suis mon intuition et m'embarque aussitôt pour l'Algérie. Le vieil Omar n'a pas été le seul à avoir été capturé par l'armée. Tous les hommes ont été conduits à la caserne. À mon arrivée au Douar, la moitié d'entre eux a été relâchée, un par un, à quelques jours d'intervalle. Tous ont conservé sur leur corps les traces de la torture qu'ils ont subie. Ils ont été sérieusement ébranlés par ce qu'ils ont enduré. J'apprends aussi que 4 filles ont été violées par des soldats. Ces filles
dont une de mes nièces, ont été si traumatisées qu'elles se sont cloîtrées dans leur chambre et ont juré de ne plus en sortir. Ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'elles ne s'alimentent plus. Pour ceux qui sont emprisonnés dans la caserne, il n'y a aucun recours. L'armée disposant de pleins pouvoirs, il faut espérer qu'on ne trouvera aucune charge contre eux. Lors de la perquisition, les soldats n'ont pas découvert de cache d'armes. À l'exception du vieil Omar, on n'a rien à reprocher aux détenus. On essaiera probablement de leur soutirer le maximum d'informations, puis on les libérera. C'est ce que je souhaite du fond du cœur. Quant à Omar, son cas est plus sérieux. Personne au Douar ne sait qu'il a transporté des faux papiers. 15 jours après son arrivée, l'armée, en venant au Douar, ne s'est intéressée qu'à lui. Je pense que les douaniers du port d'Alger ont dû découvrir les faux papiers et ont jugé plus important de remonter une filière. Omar a dû donc être filé dès sa sortie du port. Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est qu'il n'a pas quitté le Douar une seule fois et que la fouille de ses affaires et de sa maison n'a rien donné. Au Douar, certains sont constamment à 2 doigts de la crise des nerfs. Ils vivent avec la hantise de se faire prendre ou de commettre des actes répréhensibles et sont soumis à des pressions psychologiques insoutenables. La nuit, les soldats de l'ALN viennent au Douar pour s'approvisionner en nourriture. Le jour, l'armée française perquisitionne à son tour et vérifie le nombre d'hommes présents au Douar. De cette manière, il est possible de connaître le degré de participation d'un Douar à la résistance en dénombrant simplement les absences injustifiées des hommes. De ce côté-là, il n'y a rien à craindre. Un seul homme a rejoint le maquis. Le FLN, en effet, avait ordonné aux hommes de notre Douar d'intensifier le travail de la terre afin de pouvoir approvisionner les moudjahidines. L'armée française sait pertinemment que les Douars soutiennent la révolution. Pour en apporter la preuve, elle y effectue de fréquentes descentes. Outre la recherche des armes et des moudjahidines, elle tient une comptabilité rigoureuse des bêtes, des provisions et évalue la production des légumes et des céréales afin de comparer les chiffres la fois suivante. Le système est très efficace. Et si l'armée constate des différences injustifiées, elle brûle les maisons, tandis que certains soldats se livrent à des exactions de toute nature. Certains bataillons sont plus portés que d'autres à ce genre de pratique indigne d'un soldat. Le tout pour un douar est de ne pas tomber sur ces mauvais bataillons. D'autre part, tout comme en France, le FLN exerce des représailles meurtrières contre les douars trop tièdes. Des incidents d'une extrême gravité, pour l'honneur des combattants de l'ALN, sont survenus dans des douars. En profitant de leur statut pour abuser de jeunes femmes, des combattants révolutionnaires ont terni la pureté de notre cause. Ne supportant plus ce climat de violence, des familles décident de se soustraire à ces tensions en pliant bagages et choisissent d'émigrer en France. L'Algérie est plongée dans un état de guerre épouvantable. Entre les contrôles dans les rues, l'agressivité des colons qui voient en chaque arabe un rebelle sanguinaire, les perquisitions, les détentions arbitraires et la peur qui se lit dans chaque regard. Je pense que j'ai bien de la chance de vivre en France. Nous ne connaissons rien de tout cela. Rabat n'est pas au douar. Il vient rarement, préférant s'occuper de ses affaires à Alger. Personne au douar n'est en mesure de prendre la moindre initiative. Des hommes sortent des griffes de l'armée réduite en loques. Le douar ne dispose plus d'énergie, il part à la dérive.
J'écris une lettre à Ahmed en lui demandant de réserver quelques chambres dans son hôtel. Je sélectionne les familles les plus fragiles et leur demande de préparer leurs bagages. Elles partiront en France avec moi. Je vais voir une à une les 4 filles qui ne veulent plus s'alimenter. Et usant de l'autorité que me confère ma position, je leur ordonne de réagir immédiatement. Je les rassemble dans ma maison et m'installe dans la demeure du vieil Omar. Pendant une semaine, je vérifie qu'elles se nourrissent convenablement. Et si nécessaire, je mange avec elles. Enfin, les hommes emprisonnés sont tous libérés. Omar n'est plus que l'ombre de lui-même. Il ne peut plus marcher, a perdu l'usage de ses membres inférieurs et de son bras droit. Sa tête est atrocement contusionnée. Il pleure sans cesse. La nuit, il réveille le doigt en appelant la mort. Mais son destin est qu'il quittera notre monde en passant d'abord par l'enfer des hommes. L'armée revient le prendre et il meurt quelques jours plus tard. Notre marabout, assigné à résidence à la mosquée, organise les cérémonies de l'enterrement, qui sont dignes d'une haute personnalité de la Révolution. Puis, je regagne la France. Peu avant la fin de mon travail, un militant très actif de la CGT vient me voir et m'emmène à l'écart. J'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre, me dit-il. L'armée française a détourné sur l'Algérie un avion marocain qui transportait vos responsables politiques. Je viens de l'entendre à l'instant à la radio. Je te remercie de m'avoir informé, Robert. Tu sais qui faisait partie des passagers? J'ai retenu 3 noms. Ben Bella, Boudiaf et Ahmed. Ce sont des gens importants? Je crois. Je ne connais pas très bien leurs fonctions, mais je sais qu'ils sont à la tête du mouvement. C'est un coup très dur. Ce n'est pas une raison pour se décourager, me répond-il. Nous aussi, nous avons eu des coups très durs pendant la résistance. Cela ne nous a pas empêchés de poursuivre le combat. Il faut que votre peuple redouble d'efforts et de patience. Et puis, vous n'êtes pas seul. Une partie du peuple français est à vos côtés. Le Parti communiste commence à soutenir votre lutte contre le colonialisme. Ce n'est pas encore le grand soutien franc et massif, mais ça viendra. Il y a beaucoup de camarades qui s'y attellent. Vous faites preuve de beaucoup de courage. C'est cela la solidarité prolétarienne, Youssef. Il n'y a pas de contradiction entre les peuples. Ce sont les bourgeois nationalistes qui déclenchent les conflits dans le seul but d'accroître leurs profits. La classe ouvrière doit témoigner sa solidarité à tous les opprimés. C'est le devoir de tout révolutionnaire que de défendre leur juste cause. J'aime bien discuter avec Robert. Il a une telle certitude de détenir la vérité que j'ai toujours plaisir à l'entendre développer ses thèses chevaleresques. Quand je suis allé pour la première fois sur le port pour y travailler, il m'a pris tout de suite en sympathie. La rumeur circulant aussi vite à Marseille qu'en Algérie, il a appris dès les premières heures de mon arrivée que j'étais le protégé d'un banquier parisien. Cela l'a si intrigué que j'ai dû je ne sais combien de fois répéter mon histoire avant qu'il ne me croie. Par la suite, il entreprendra de m'expliquer, chiffre à la pluie, le rôle néfaste des banques dans le système capitaliste. Mais depuis le déclenchement de la révolution algérienne, il a changé de cheval de bataille. Toutes nos discussions n'ont qu'une cible privilégiée, le colonialisme et la politique impérialiste des puissances occidentales à l'égard des pays du tiers-monde. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.